Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international de Gaza. À la Cisjordanie occupée, une réalité se confirme chaque jour un peu plus. La domination coloniale, l'épuration ethnique, autrement dit, une Palestine sans Palestiniens. Ces dernières semaines, les violences perpétrées par des colons sionistes ravagent les villages palestiniens à Tulkarm, à Jenin ou encore à Taïba. Les attaques systématiques ne font que renforcer un constat accablant. Derrière ces violences se dessine une politique délibérée de nettoyage ethnique. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit ponctuel, mais d'une stratégie planifiée qui vise à fragmenter la Palestine historique, à déposséder les Palestiniens de leurs terres, de leurs droits et même de leur humanité et de leur existence. À Taïba, dernier village chrétien entièrement palestinien en Cisjordanie occupé, les colons ont incendié des églises et des cimetières profanant non seulement des lieux sacrés, mais aussi l'identité même de cette communauté palestinienne dans le nord de la Cisjordanie occupée à Tulkarm, à Jenin. Les invasions répétées, les destructions des maisons, les agressions contre les habitants musulmans comme chrétiens témoignent de la même logique d'exclusion violente. Rien qu'à Tulkarm et à Jenin, le bilan des morts ne cesse de s'alourdir de jour en jour pour atteindre les 300 morts et des milliers de déplacés et des camps de réfugiés entièrement détruits. Cette colonisation rampante est soutenue par de la complicité des puissances occidentales, notamment par leur silence, et participe ainsi à l'annihilation du peuple palestinien. Ce soir, nous plongeons au cœur de cette réalité insoutenable, celle d'un rouleau compresseur colonial qui se déploie pendant que Gaza agonise et fait face à plus de 2 ans de génocide. Restez avec nous, l'échiquier international, c'est tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné ce soir de Christophe Frost, rédacteur en chef de Radio France Maghreb. Bonsoir Christophe, j'espère avoir bien prononcé votre nom de famille. Oui, c'était bon. Bonsoir, merci de me recevoir. Je suis rédacteur en chef de l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 pour être plus précis. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Sans transition, on rentre directement dans le cœur du sujet. Christophe, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur cette situation qui est plus qu'alarmante en Cisjordanie occupée et dont on a l'impression qu'on ne parle pas assez? Pourtant, là aussi, il est question d'une colonisation violente. Absolument, d'autant plus que c'est une situation qui perdure depuis très longtemps et comme vous le rappeliez... Qu'elle perdure depuis 75 ans. Exactement, comme vous le rappeliez si justement, effectivement, personne n'en parle, quasiment personne n'en parle. On parle évidemment, et à juste titre, de Gaza parce que l'horreur est à son maximum, mais la Cisjordanie n'est pas épargnée puisque dans cette partie de cette Palestine, on détruit, on prend... on chasse les habitants de ces quartiers. L'identité sioniste continue évidemment son épuration ethnique, complémentaire et quotidiennement, j'allais dire, village par village, ville par ville. Plus personne n'est en sécurité en Cisjordanie. Et pourtant, il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie. Mais justement, c'est l'argument qu'ils avancent. Les dernières incursions dans les camps de réfugiés de Jenin, ils affirment que c'est pour justement déloger les résistants palestiniens qui sont, je rappelle, qualifiés de terroristes, alors que l'ONU leur accorde le statut de défendeur d'un droit. C'est un droit élémentaire, c'est un droit de l'homme de défendre sa terre aujourd'hui. Absolument. Au sein de l'ONU aujourd'hui. Et on a pu voir d'ailleurs que les Palestiniens on ne peut plus attachés à leur terre. Au vu de ce qui s'est passé dernièrement entre l'Iran et l'entité sioniste, on a vu une population de l'entité sioniste qui a eu peur, est partie, alors que les Palestiniens, eux, n'ont pas peur et ont toujours résisté parce qu'ils tiennent plus que jamais à leur terre et personne n'arrivera à les déroger parce que la Palestine, et j'en suis convaincu ici ce soir, que la Palestine sera libre. Et je pense qu'il y a un pays dans lequel nous sommes ce soir qui a donné l'exemple à une nation palestinienne, c'est l'Algérie, qui s'est battue pendant 132 ans contre le colonialisme. Donc les Palestiniens y arriveront. Évidemment, l'horreur est à son maximum, il faut le dénoncer, il faut en parler, et vous le faites très bien. Je salue vraiment votre travail ici, dans cette chaîne, et dans l'ensemble des médias algériens. Et quand on voit d'ailleurs la politique de ce pays qu'est l'Algérie, on peut être que fier d'être ici ce soir, parce que c'est peut-être l'un des derniers pays du front du refus, ça s'appelle l'Algérie, et je pense que vraiment on peut être que très fiers.
Oui, merci Christophe pour cet hommage. Je rappelle que l'Algérie vient juste de commémorer le 63e anniversaire de son indépendance le 5 juillet dernier. Justement, en Palestine, il est question d'une colonisation de peuplement comme l'Algérie, vous le rappelez, si bien a subi. Et on a l'impression que depuis le 7 octobre, cette logique coloniale, et cette logique d'expansion même vers les autres pays, l'entité sioniste attaque la Syrie, attaque l'Iran, ce projet de Grand Israël se dessine de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que depuis le 7 octobre, cette logique de rage coloniale est de plus en plus présente? Alors j'ai une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais moi je pense que ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre a légitimé tout simplement ce projet, comme vous le rappeliez, du Grand Israël. Rappelons que depuis le 7 octobre, Israël a attaqué le Liban, a attaqué l'Iran, a attaqué la Syrie, a attaqué le Yémen, a attaqué la Cisjordanie et évidemment Gaza. S'il en fallait plus pour être convaincu, je pense que ça a légitimé la possibilité pour Israël de redessiner la carte de ce pays qui, rappelons-le, n'est pas le leur. Quand on est des colonisateurs, on a l'envie d'une expansion plus que jamais. Davantage, elle est affichée aux yeux du monde. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est le plus grave dans tout cela aujourd'hui, c'est qu'on est en 2025. On a pu connaître des horreurs dans le passé à propos de ce peuple. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire se répète, mais qu'elle est inversée. Aujourd'hui, ce peuple qui a subi est en train de faire subir à toute une nation, à tout un pays, à toute une population qui est bel et bien chez elle, sur cette terre, sur cette terre historique qu'est la Palestine, d'essayer évidemment de redessiner la carte du Moyen-Orient avec ce projet du Grand Israël, avec la complicité du monde occidental et en premier lieu des États-Unis. Justement, vous parlez de la complicité occidentale et on revient à ces événements qui se sont déroulés dans le village de Taïba. Je rappelle, et je le disais lors de l'introduction, est un village chrétien. Le silence des Occidentaux autour de ce que subissent les chrétiens de Palestine, est-ce qu'il ne devrait pas attirer l'attention quand on sait que l'Occident a créé ce qu'ils sont en train d'appeler la civilisation judéo-chrétienne, où cette défense de tout ce qui est chrétien est devenue presque un réflexe naturel, mais dès qu'il est question des chrétiens de Palestine, on n'entend plus personne. Est-ce qu'il est question d'un réflexe raciste? Est-ce qu'on peut parler de complicité dans la disparition finalement, ou la tentative de disparition d'un peuple aujourd'hui? Mais c'est pas nouveau parce que effectivement, après le 7 octobre, on a eu très vite, vous vous rappelez peut-être, la destruction d'églises à Gaza, des lieux sacrés pour les chrétiens, et il n'y a eu aucune offuscation, aucune dénonciation de ce qui se passe. Et c'est vrai que le monde occidental qui se dit être historiquement judéo-chrétien, etc., n'a eu aucun mot de compassion pour leurs frères chrétiens qui subissent également la répression, au même titre que les musulmans en Palestine, en Cisjordanie. Effectivement, c'est quelque chose qui est à remarquer, qui est à dénoncer aussi, cette condamnation à géométrie variable. Quand il s'agit de la Palestine, plus rien n'existe en fait. Il faut absolument, et l'envie de l'entité sioniste et de ses complices, c'est de faire disparaître purement et simplement ce peuple pour récupérer cette terre, pour en faire un projet expansionniste qui est de Grand Israël. Très bien, on parle justement, et vous aussi vous venez de le dire, de la disparition d'un peuple. On parle souvent dans quelques médias du moins, quelques analystes aussi parlent souvent d'épuration ethnique en Palestine occupée. On parle aussi de l'annihilation du peuple palestinien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, cette politique sioniste, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, où elle est très claire? La politique est très claire aujourd'hui, je pense qu'elle a été affichée et je pense que tout le monde l'a compris, c'est d'essayer de chasser, et ils ont essayé tous les moyens de chasser les populations qui sont sur place, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, c'est d'essayer d'instaurer un climat de peur. Quand vous voyez aujourd'hui que par exemple à Gaza, il y a eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire ne me trompe pas, depuis 2 mois, plus de 400 morts qui ont eu le tort, entre guillemets, de venir chercher à manger. Donc, ne serait-ce que d'aller chercher à manger, de s'alimenter à Gaza, peut occasionner un risque, et ça a été le cas, puisqu'on a des gens qui sont morts, tout simplement pour avoir été chercher à manger. Voilà comment ça se passe. Et surtout, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le monde regarde. Le monde regarde. Et c'est ça qui est terrible, que personne n'en parle, et que dans certains pays,
je ne citerai pas de nom, mais vous allez très vite comprendre. Dans certains pays, lorsque vous parlez et vous dénoncez et vous essayez d'attirer l'attention sur ce qui se passe quand même en disant « attention, il y a un peuple quand même qui est en danger, il faudrait peut-être s'en occuper, il faudrait peut-être dénoncer, il faudrait peut-être expliquer, il faudrait peut-être… » Eh bien, on place des gens en garde à vue, on les met en garde à vue, et ils ont parfois aussi des poursuites pour apologie du terrorisme. Voilà comment ça se passe, heureusement, alhamdoulilah, ici on est en Algérie. Justement, vous parlez de ce pays dont on ne dira pas le nom, mais ce pays dont on ne dira pas le nom affirme qu'il veut reconnaître l'État de Palestine. Comment est-ce que vous expliquez cette dichotomie limite? D'un côté, on refuse qu'on parle de parler d'un génocide. Je rappelle là aussi qu'il est question du génocide qui est le plus documenté de l'histoire moderne et documenté par les victimes elles-mêmes. De l'autre côté, on affirme à tout bout de champ au sein de ce gouvernement qu'on veut reconnaître l'État de Palestine. Absolument. Alors, ça s'appelle le « en même temps ». C'est la politique pratiquée par le président de ce pays, qui est Emmanuel Macron, qui effectivement, rappelez-vous d'ailleurs, au mois du 7 octobre, il était parti dans l'entité sioniste en proposant la création d'une coalition contre le Hamas au même titre que Daesh. Et puis après, il était revenu en arrière après avoir été voir l'autorité palestinienne. Enfin, on a un président qui navigue, qui est complètement perdu et qui, malheureusement, au niveau diplomatique, on a perdu énormément. La France, puisqu'on parle de ce pays, n'est plus respectée diplomatiquement parlant. La France n'a plus aucun aura. Et on a un président qui, effectivement, devait reconnaître l'État de Palestine au mois de juin. Puis, on a appris que ça ne serait pas au mois de juin parce qu'il y a des pressions et que ça ne serait pas maintenant. Et là, il réaffirme, effectivement, avec son homologue du Royaume-Uni qu'il faudrait le faire. Enfin, j'ai envie de dire, arrêtons les paroles et passons aux actes. Il est temps de faire comme l'Espagne et de reconnaître l'État palestinien. Même si c'est que symbolique, il faut le faire. C'est important. Rappelons quand même qu'Israël et les États-Unis s'y opposent, bien sûr, et c'est ce qui fait aujourd'hui que la France et la présidence française, Emmanuel Macron, a des pressions énormes. Mais je crois que quand on est un homme d'État, comme le fut feu Jacques Chirac, comme le fut aussi d'autres présidents qu'on a eus au cours de la Ve République, eh bien, on a tout simplement une envie de faire valoir ce qui est important pour son pays. Au niveau représentativité, il faut que l'on sache tout simplement s'affirmer. Voilà, s'affirmer et essayer tout simplement d'afficher une position très claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien, vous parlez de pression. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel genre de pression? Est-ce qu'il y a question de pression économique ou de pression géopolitique sur des parts à gratter, notamment au Moyen-Orient? Non, c'est des pressions. En fait, si vous voulez, il y a un lobby en France qui est très important et qui, effectivement, au travers du CRIF, au travers d'autres institutions, qui ont un poids considérable et qui ont un écho. Et aujourd'hui, arrivent, par exemple, à faire annuler des conférences, à faire tout simplement mettre une certaine pression lorsqu'on parle de Palestine, qui arrivent effectivement à infléchir des positions telles que celle de la France et celle de reconnaître éventuellement un État palestinien. Ça existe, c'est très clair, je veux dire, c'est un secret. Ce n'est pas un secret, justement, que de le dire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait face à des pressions. J'espère qu'il arrivera à avoir le courage et la force de le faire. Très bien, on va revenir un peu aux chiffres et à la Cisjordanie occupée. Depuis 1967, pas moins de 249 lieux de peuplement permettant l'installation de plus de 64 000 colons ont été mis en place, alors que la CPI et le statut de Rome affirment que ces colonies sont aujourd'hui illégales et pourtant elles se poursuivent et l'expansion sioniste se poursuit. Finalement, quel peut être le rôle de la communauté internationale? Est-ce qu'elle est complètement affaiblie face à ce génocide et face à cette épuration ethnique? J'ai envie de dire à quoi sert le droit international aujourd'hui, puisque l'entité sioniste, sauf si je fais l'erreur, ne l'a jamais respecté. À aucun moment n'a respecté aucune des résolutions. A toujours fait ce qu'il voulait, et sans qu'il y ait d'ailleurs quelconque sanction. On le voit d'ailleurs avec l'Union européenne. On voit aujourd'hui que plus personne n'arrive à avoir une force importante pour que Israël se plie. Il n'y a qu'aujourd'hui, clairement, que les États-Unis qui peuvent faire plier et cesser ce massacre en cours, cette colonisation à outrance qui se multiplie, qui se poursuit, et ce, depuis de très nombreuses années, et que personne n'en parle, évidemment. Et ça se fait, évidemment, dans la violence, ça se fait dans l'effacement d'un peuple, ça se fait également dans le pillage de la culture aussi palestinienne.
par l'agriculture, ces agriculteurs qui aujourd'hui, on leur arrache leurs champs, leurs arbres, leurs moyens de travailler. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est d'essayer, bien entendu, d'éliminer ce peuple à travers tous les moyens possibles. Très bien, Christophe. Une dernière question peut-être concernant ce chapitre avant de passer à un autre. La politique de la colonisation sioniste en Cisjordanie occupée constitue-t-elle finalement un crime de transfert direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans les territoires qu'elle occupe? Partant des chiffres qu'on vient de donner, on parle quand même de plus de 640 000 nouveaux colons dans les territoires palestiniens occupés. Et vous rappelez la situation des ouvriers, l'expropriation de la terre et de l'eau. Récemment, en Cisjordanie occupée, on a des colons, et même l'armée sioniste est en train de surveiller des accès à l'eau qu'elle a détruire, empêchant la communauté palestinienne ou le peuple palestinien d'avoir accès à l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très clairement un État qui s'appelle l'entité sioniste qui est en train d'utiliser tous les moyens pour tout contrôler, tout diriger. On a quand même ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, une prison à ciel ouvert, qui est devenue aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert. On parle de chiffres terribles, on parle de plus de 10% de la population de Gaza qui aurait été effacée par les bombardements. Effacée, pas morte. Il est important d'insister sur ce mot. Effacée, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Bien sûr. 10% de la population. 10% de la population soit disparue, soit... Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est 10%, c'est énorme sur 2 millions d'habitants. Voilà, faites le calcul, vous allez évidemment très très vite vous en rendre compte qu'on est bien en deçà des chiffres annoncés que beaucoup considéraient comme des faux chiffres et des chiffres du Hamas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la Cisjordanie n'est pas épargnée et qu'aujourd'hui, les méthodes sont également brutales et que les méthodes employées pour évidemment mettre une pression et d'affirmer cette répression qui est au quotidien et quotidiennement, je veux dire, cette population, imaginez-vous quand même que les Palestiniens aujourd'hui, qu'ils habitent à Gaza ou en Cisjordanie, ne sont en sécurité nulle part. Que ce soit les femmes, les enfants, je veux dire, quand on parle de guerre, il y a des droits dans la guerre. Et normalement, les femmes, les enfants sont épargnés. Aujourd'hui, il y a ce chiffre terrible de plus de 20 000 enfants qui seraient morts aujourd'hui. Et des enfants qui sont menacés par un manque d'alimentation. Des nouveau-nés qui risquent de mourir par manque d'alimentation. Voilà, c'est la situation aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie avec ce projet macabre de l'entité sioniste et de ses complices. Il y a un autre projet macabre de l'entité sioniste avec la complicité, si on peut dire ça comme ça, le 8 juillet dernier, lors des négociations qui se déroulent actuellement au Qatar. Oui. Les sionistes et les Américains proposent un redéploiement de la carte, une vision nouvelle de la carte de la bande de Gaza, où le transfert volontaire des habitants de Gaza, où plus de 700 000 Palestiniens ne pourront plus retourner chez eux, créant une zone presque un camp de concentration à Rafah, dans l'espoir avec pour objectif de transférer ces Palestiniens-là, que ce soit vers l'Égypte ou par les mers. Déjà, quel premier commentaire vous faites en entendant cela? J'ai envie de dire qu'ils peuvent toujours essayer, ils peuvent toujours espérer, mais les Palestiniens, c'est mal les connaître, ne quitteront jamais leur terre. Quelle que soit la situation et la catastrophe qu'ils connaissent aujourd'hui, ils n'ont pas compris en fait qu'ils avaient affaire à des gens qui étaient chez eux et qui, quoi qu'il en coûte, défendront leur terre jusqu'à leur dernier souffle. Ils nous l'ont prouvé. Ce peuple fait preuve d'une résilience absolument incroyable. Il donne des leçons à tout le monde aujourd'hui d'un peuple qui ne veut pas quitter sa terre, quoi qu'il lui en coûte. Et aujourd'hui, ils peuvent avoir tous les espoirs qu'ils veulent, proposer toutes les propositions qu'ils veulent. Les Palestiniens ne quitteront jamais leur terre parce qu'ils sont chez eux et que ce n'est pas à ces habitants-là, eux qui sont les habitants historiques de cette terre, de partir. Mais c'est aux colons, c'est à l'entité sioniste de partir et de quitter, de cesser immédiatement ce génocide qui est en cours aux yeux de tout le monde. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que quelles que soient les négociations, et il y en a depuis très longtemps, elles se sont finalement jamais arrêtées, mais quand on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas partir et qui veut prendre les terres pour élargir son État et pour chasser les habitants et pour que, et vous l'avez rappelé, ne puissent jamais revenir, faire un camp de concentration à Rafah. Mais ça, ce n'est qu'un projet, évidemment,
qu'espèrent l'antité-sioniste et les Américains. Mais moi, je peux vous assurer qu'ils n'y arriveront jamais. Et quoi qu'il en coûte, les habitants ne partiront pas de cette terre, qui est la leur. La résilience du peuple palestinien, effectivement, est aujourd'hui une leçon pour l'ensemble de l'humanité, surtout face au silence assourdissant des puissances occidentales. Je parle des puissances et non pas des peuples, parce qu'il faut rappeler la mobilisation des peuples en Occident aujourd'hui pour la cause palestinienne et pour le peuple palestinien. Vous avez parlé de ces négociations. Je rappelle que ces négociations visent à obtenir un cessez-le-feu de 60 jours seulement. On n'est pas encore arrivé à parler d'un cessez-le-feu permanent, malheureusement en Palestine. Additionné à cette nouvelle carte que proposent les sionistes, additionné à l'ensemble des événements ou l'ensemble des violences coloniales que subissent les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Brièvement, Christophe, quelle est finalement la signification stratégique, non seulement pour l'entité sioniste, mais aussi pour l'Occident et principalement les États-Unis? C'est d'essayer de faire en sorte de sortir par la petite porte de ce qu'aujourd'hui Netanyahou a essayé d'entraîner tout le monde. On voit bien que, rappelez-vous, la situation au 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, c'était d'éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, ils l'ont non seulement pas éradiqué, mais en plus ils l'ont renforcé. Et aujourd'hui, le Hamas est toujours là. On l'a vu dans les images récemment où l'entité sioniste a perdu énormément de soldats dans des opérations sur le terrain à Gaza. On en parle peu, là aussi. Là aussi, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a eu des pertes énormes, surtout ces derniers jours. On a vu Netanyahou, lorsqu'il est parti aux États-Unis, interrompre une réunion parce que effectivement, il y avait ce qu'ils appellent un incident gravissime avec des soldats effectivement qui ont été tués simplement dans une embuscade qui a été lancée par les gens du Hamas ou par d'autres brigades qui sont rattachées au Hamas. Aujourd'hui, il y a cette volonté, et je vais le dire, de gens humanistes comme nous, c'est de cesser immédiatement ce génocide en cours. C'est de cesser sans condition et immédiatement ce massacre. Il est temps que ça s'arrête et que, évidemment, les habitants retrouvent du calme, de la paix, et qu'on puisse reconstruire et que les habitants de la Palestine puissent retrouver leur liberté, puissent jouir de leurs terres, puissent jouir de leur agriculture, qu'ils puissent reconstruire leurs maisons, qu'ils puissent retrouver du calme et que les enfants puissent enfin être en paix. Très bien, Christophe. Merci. Que vos vœux puissent être entendus et que vos vœux puissent se réaliser. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et Tahia Jazair. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Et n'oubliez pas, ce programme et l'ensemble de nos programmes, vous pouvez les suivre sur les plateformes digitales qui s'affichent actuellement en bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.